Donc on passe effectivement à la table ronde avec un certain nombre de témoignages et d'éclairages. Je vais commencer par ma gauche, donc Patrice Carreau. Comment ? Oui, présenter Patrice Carreau, qui est vraiment le spécialiste de l'Atlas des risques sociaux. Mais il en parlera plus savamment que moi en présentant sa carte tout à l'heure. Donc, premier Atlas qui remonte à 2011. Il nous expliquera si ça a quand même fait bouger les choses. Et c'est vraiment un Atlas, comme journaliste, je considère que c'est une référence, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour comprendre tous les enjeux. Michel Bidinger, qui est directeur du service éducation, directeur de l'éducation au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Katia Battiot, qui est IEN Vitry-le-François. Philippe Rivieran, qui est principal de collège à Strasbourg. Et Jean-Christophe Velin, qui est proviseur de la cité scolaire de Stenay, qui avait l'honneur d'avoir la visite ce matin de Madame le recteur. Voilà. Donc je vais d'abord donner la parole à Patrice Carreau, qui va vous présenter son atlas et un certain nombre de diapos, et nous entendrons ensuite les témoignages. Oui, par modestie, mais c'est tout ça que je me présente, Catherine. Donc je suis Philippe Rivet, je suis journaliste au service reportage de l'Est républicain, et je suis, comme on dit, rubricard éducation pour l'Est républicain et les journaux du groupe EBRA. Pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est les journaux du pôle presse du Crédit Mutuel qui couvre l'Est de la France. Patrice, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, le travail que je vais vous présenter, ou les informations que je vais porter à votre connaissance, sont tirées d'un travail collectif. Je vais vous parler de décrochage scolaire, quelle est la répartition des décrocheurs telle qu'on peut la cartographier à l'heure actuelle, et je vais mettre en regard ces décrocheurs qui s'accumulent dans certaines zones, notamment rurales, et la carte des risques quand on s'intéresse aux parents et aux habitants dans les zones où recrutent les collèges et les lycées. Donc, pour avancer tout de suite en deuxième diapo, je vais clairement annoncer les diapos pour le collègue. Voilà, c'est le travail collectif qui me permet de prendre la parole devant vous. Il est en ligne, il suffit que vous tapiez le titre et vous aurez des informations à l'échelle nationale, par académie. Et dans cette version, nous avons beaucoup travaillé sur l'outre-mer, qui nous a donné du fil à retordre, mais l'outre-mer est inclus dans ce travail sur les risques sociaux d'échec et de décrochage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, là, vous avez vu le titre, c'est l'essentiel. Et ce travail donc, met l'accent sur la cartographie des risques, tout d'abord. Ce sera mon premier temps. Et dans un deuxième temps, je ferai 2 paquets de 10 minutes, je vous parlerai de la confrontation entre ces risques, tous sociaux, et puis les décrocheurs, où ils s'accumulent. Une revue de littérature qu'on a soigneusement menée nous permet de dégager 7 dimensions quant au risque d'échec et risque de décrochage scolaire. Un grand nombre de références montrent que le revenu peut être tout aussi prédictif ou lié, pour être plus modeste, lié à des éléments de décrochage que la profession des parents. Nous n'avons donc pas pris les professions dans le travail que je vous résume. Nous avons pris essentiellement les revenus, nous avons pris le taux de chômage, et dans toutes nos données que vous voyez ici en liste, c'est le chômage qui est le plus lié au décrochage. Donc quand vous avez un taux de chômage élevé, c'est le reflet d'un grand nombre d'indicateurs dans le rouge. La précarité en emploi. Les parents d'élèves, qu'ils soient en CDI ou en CDD, ça n'est pas exactement la même chose au regard des risques. Donc nous avons pris ce type d'informations et nous avons travaillé à l'échelle du canton. Je vais vous justifier le canton. Nous avons pris le niveau de diplôme de la classe d'âge des parents d'élèves, c'est-à-dire plutôt les 45-54 que toute autre classe d'âge. Il aurait peut-être été encore préférable d'ajouter plutôt les femmes de 45-54. Mais nous sommes restés sur cet indicateur global. La monoparentalité est liée au décrochage de près ou de loin, et nous l'avons prise. Les familles nombreuses,
d'après l'INSEE, 4 enfants et plus, inclus également. Et enfin, dernier point, il a été montré il y a 10 ans environ, dans des papiers scientifiques, que le surpeuplement d'un logement, des mauvaises conditions de logement, peuvent jouer sur la carrière scolaire. C'est pourquoi vous voyez cet indicateur en fin de liste. Tous les indicateurs datent de 2011, et voilà la carte qui est le résultat du traitement de ces indicateurs. Nous avons travaillé à l'échelle du canton. Parce que le canton permet d'éclater les villes. C'est la première justification. Quand vous travaillez par communauté de communes, quand vous travaillez par arrondissement, c'est beaucoup trop gros pour avoir une vision des disparités à l'intérieur des villes. Venons-en maintenant à cette carte. Je me rapproche. Oui, c'est un petit problème de son. Les travaux statistiques mettent en évidence 7 types de cantons, c'est-à-dire 7 France. Je ne parle pas de l'outre-mer, qui est la première France la plus en difficulté. Si on avait voulu aller le plus loin dans les difficultés, il aurait fallu tenir ce colloque à Cayenne, sans doute, ou à Mamoudzou. Bref, à Mayotte. Donc, les indicateurs retenus incluent l'outre-mer, et l'outre-mer est à part, tellement les indicateurs sont dans le rouge, vermillon, grenat. En deuxième lieu, vous trouvez la France rouge sur cette France métropolitaine, c'est-à-dire le type qu'on appelle cumul de toutes les fragilités. Tous les indicateurs que j'ai évoqués sont dans le rouge, et cette France que vous voyez rouge ici, c'est tout d'abord l'effet de la désindustrialisation. Désindustrialisation du centre du Grand Est, ici. Alors non seulement des anciens emplois industriels des années 80 qui ont disparu, mais aussi la disparition des emplois de ce qui a été la reconversion. La sidérurgie a fermé, certes, mais derrière on a eu de la sous-traitance automobile. Et depuis 2007, la sous-traitance automobile, par exemple, ou l'électricité électronique, a souffert. C'est ce qui se retrouve ici en amont de cette carte où vous avez des parents d'élèves avec des faibles revenus, du chômage, ils sont en CDD pour certains, et des mauvaises conditions encore de niveau de formation, c'est-à-dire sans diplôme. Vous avez ici dans les zones rouges des cantons où plus de 60% des habitants n'ont aucun diplôme. 60% des 45-54, par exemple. Vous voyez par ailleurs ici une carte plus orangée. Là, c'est plus des mauvaises conditions de logement. C'est le cumul à la fois de forte monoparentalité et de très forte proportion d'habitants en logement social et en HLM. Et là, vous avez des grandes périphéries d'agglomération, des périphéries de l'Île-de-France, où ça concorde avec des zones d'habitat collectif. Cette France rouge et orange, qui va le moins bien, qui est la plus à risque au regard des indicateurs, nous venons de calculer le taux de collégiens en REP qui sont répartis en France inégalement. 82% des collégiens en REP+, résident dans cette France rouge. Et 92% des collégiens qui sont dans des quartiers prioritaires résident dans la France rouge que vous avez sous les yeux, les cantons les plus rouges, y compris les arrondissements de Paris qui peuvent être les 18e, les 19e ou les 20e. À l'inverse, à l'autre extrême, la France qui va le mieux du point de vue de nos indicateurs, c'est la périphérie des métropoles. La première couronne des métropoles, c'est-à-dire là où les ménages sont en emploi, monsieur et madame en emploi, les deux parents en emploi, avec des rémunérations plus élevées que la moyenne, de la stabilité, c'est-à-dire des CDI, et tous les indicateurs sont dans le vert. Vous avez ici la périphérie de Strasbourg, mais l'Alsace, dans son ensemble. L'Alsace fonctionne comme une grande couronne périurbaine de familles favorisées au regard de l'emploi et au regard des revenus. Vous voyez apparaître peut-être clairement les périphéries toulousaines, les périphéries bordelaises, et ce qui va nous intéresser un peu plus tard, dans quelques minutes, les périphéries nancéennes, de Metz ou de Strasbourg. Alors que le centre de Strasbourg est rouge, c'est-à-dire au centre de Strasbourg, vous avez des zones HLM qui concentrent la pauvreté et qui concentrent des indicateurs plus en difficulté, et ça va être une exception par rapport à une Alsace beaucoup plus favorisée du point de vue des indicateurs. Le Grand Est est plus à risque que le Grand Ouest. Vous voyez ici la différence entre le Grand Ouest et Grand Est. Le Grand Est, avec son passé sidérurgique et son passé industriel, frappé par la décentralisation,
vous avez là les éléments d'explication de ces zones rouges. Le vert. Le vert est souvent expliqué par exemple, les frontaliers de la Sarre, les frontaliers du Luxembourg. C'est ça qui va donner des revenus plus élevés dans toutes ces marges extrêmes du Nord où vous avez des tons verts soutenus. C'est ça qui va expliquer la couleur. Dernier point sur cette carte, des zones comme Vitry-le-François ou des zones comme Saint-Dizier, qu'on va revoir dans quelques minutes par des témoignages, ont perdu 10% de leur emploi en 3-4 années seulement, 5 ans seulement. Dans la fenêtre 2008-2012, Saint-Dizier et Vitry-le-François perdent 10, 12, 14% de leur emploi. C'est énorme au regard de ce qui se passe en France en moyenne. C'est pour ça que vous avez ces points rouges qui peuvent apparaître en Haute-Marne. Je vais y revenir dans une minute. On peut avancer, merci. Et je vous propose un zoom maintenant où vous retrouvez la même carte, mais beaucoup plus lisible pour ce qui nous amène aujourd'hui à Nancy. Voyez tout d'abord le rouge. Le rouge, ce sont des anciens fiefs industriels, des anciens bassins sidérurgiques par exemple, où la reconversion a amené des emplois sous-traitance automobile, ou encore, je vous donnais l'exemple, électricité électronique, mais qui ont souffert depuis 2007. Et comme nos chiffres ici sont 2011, on a cet effet sur les données. Deuxième exemple ici pour expliquer des zones en difficulté. Vous avez des anciens bassins industriels traditionnels comme Baccarat avec de la fabrication de lustres, de cristal, d'eau, etc., qui apparaissent aussi parce que là, les conditions d'emploi amènent à des faibles revenus, à des conditions d'emploi qui sont plus défavorables que dans des périphéries de métropoles. Métropole, plus de 500 000 habitants, plus de 300 000 ou même encore 1 million. Donc je vous ai ici souligné les plus de 100 000, les grandes agglomérations de plus de 100 000 à la date de 2013. Et vous voyez que ça coïncide avec des périphéries de ces agglomérations où on a des ménages qui résident, des habitants qui résident avec des bonnes conditions d'emploi, entre guillemets, de revenus, etc. Autre point, vous voyez du bleu sur cette carte du Grand Est, ça ne concerne que Champagne-Ardenne et une partie de la Lorraine. Par exemple, la Lorraine, la zone la plus à l'ouest de la Lorraine. Il s'agit de zones rurales. Ce sont des zones rurales où le principal risque qu'on identifie, c'est un risque lié au très faible niveau de diplôme des parents, le très faible niveau de diplôme des habitants. Les 45-54 ici sont très souvent sans diplôme, très souvent, c'est-à-dire 50%, 55, 60% dans certains cantons. Et ici, c'est la dimension première du risque, mais on est moins à risque, entre guillemets, que dans les zones rouges. Nous ne faisons pas de déterminisme, ça ne veut pas dire que les élèves de ces cantons sont condamnés, bien au contraire, mais ça veut dire que du point de vue social, ça n'est pas tout à fait le même contexte que d'être scolarisé ou d'habiter ici dans une périphérie strasbourgeoise ou nancéenne et d'habiter le fin fond de la Haute-Marne rurale, où souvent vous êtes très éloigné de l'offre de services publics, à commencer par la remédiation. Pas de CIO, pas de pôle emploi, pas de mission locale, par exemple. J'ai ajouté encore sur cette carte des risques, j'ai ajouté ce qu'un rapport parlementaire appelle l'hyper-ruralité. L'hyper-ruralité, c'est le plus fort éloignement aux services publics et aux équipements d'éducation, par exemple. Donc je vous ai signalé par des pointillés les zones qui ont été signalées par un rapport d'un sénateur en 2014. Donc voilà ce Grand Est très diversifié, avec beaucoup de contrastes quant au risque. L'Alsace est à part, la Lorraine avec des risques assez urbains. Je prends l'exemple de Saint-Dié, je prends l'exemple de Forbach, je prends l'exemple de Longwy. Vous avez reconnu à chaque fois des anciens bassins industriels en souffrance, entre guillemets. Forbach, 25% de taux de chômage par rapport à une moyenne. Ici, on est sur le double, au moins le double. Et puis, vous avez en Alsace 2/3 des habitants qui sont dans les zones les plus protégées, dans les types les plus protégés, c'est-à-dire la France verte. Le canton, sans doute le plus favorisé, pour garde de nos données, c'est le canton de Trüstersheim. C'est dans la banlieue de Strasbourg, le taux de chômage y est de 4% et 92% des habitants en emploi sont en CDI. La moyenne est à 80%. Même si l'Alsace connaît un fléchissement de ses performances économiques, elle reste une championne en termes de PIB
Et comme le disait Armand Frémont, un ancien recteur de Grenoble, de Versailles, et un ancien de mes enseignants, comme le disait Frémont dans un livre des années 2000, l'Alsace scolarise toujours mieux que d'autres académies ses élèves. Bon, ça, c'est une citation peut-être inutile. Je continue avec une diapo suivante où je vous propose dans les 7 minutes qui viennent de confronter ce grand test des risques à la carte des décrocheurs telle qu'on peut l'établir un peu finement. Donc tout d'abord, rentrons par quelques comparaisons à l'échelle française uniquement. Il n'y a pas de correspondance fine et stricte entre les risques et le décrochage. Vous allez voir la carte globale. Cependant, il y a un lien sans doute très fort entre les zones rouges de cumul maximum de risques et le décrochage. C'est le cas à Longwy, c'est le cas à Saint-Dié, c'est le cas à Forbach. L'Alsace est à part, avec peu de décrocheurs au regard des moyennes nationales et même des moyennes Grand Est. Les difficultés, vous allez les voir apparaître dans la Champagne-Ardenne en difficulté. Des zones rurales, loin de l'emploi. Vous allez découvrir des zones qui sont des lieux de résidence, où il n'y a plus beaucoup d'habitants, mais ce ne sont pas des lieux d'emploi du tout. C'est comme les grandes périphéries du bassin parisien, les grandes périphéries au-delà de l'aire urbaine parisienne. Ce sont des zones rurales où il y a de la résidence, mais pas d'emploi. C'est ce qui peut expliquer qu'on décroche, notamment, pas de perspective. Les parents sont au chômage longue durée. Et pour résumer, ou pour prolonger encore davantage, c'est dans cette France des décrocheurs que le Front National arrive en tête au premier tour des élections cantonales dernières. Place aux cartes pour la diapo suivante. Merci d'avance. Vous voyez cette France des risques déjà connue et vous voyez la carte des décrocheurs qu'on peut approcher avec cet unique indicateur, c'est-à-dire les non-diplômés parmi les 15-24, rapportés au total des 15-24 qui ne sont plus scolarisés, c'est-à-dire les non-diplômés sur les non-scolarisés pour les 15-24, et vous voyez des zones rurales qui sont peu couvertes en REP et en REP+, et qui pourtant sont des zones d'accumulation de décrocheurs, ce sont des lieux de résidence, mais pas des lieux d'emploi. Regardez toute cette Champagne-Ardenne rurale, regardez toutes ces périphéries du bassin parisien qui sont la Picardie rurale, ou même du côté de la Normandie qui est la plus proche de l'Île-de-France. Dans ces zones, Languedoc-Roussillon, Corse, pas de travail. Donc vous avez ici une France du décrochage qui peut être liée à la raréfaction de l'emploi et à l'éloignement, y compris des services publics, notamment guichet de Pôle emploi, CIO, mission locale et la remédiation plus générale. On a fait la carte des lycées professionnels, la localisation précise des lycées professionnels, et il y a quelques zones ici de décrochage où on est à plus de 30-35 km du premier lycée professionnel. Il y a des MFR, il y a une autre offre de formation peut-être, mais le lycée professionnel est loin. Donc voilà quelques remarques sur cette non-correspondance entre les deux cartes. Vous voyez par exemple l'Aquitaine, pour sortir du Grand Est, l'Aquitaine n'a pas de zone à risque particulièrement rouge, et pourtant elle accumule les décrocheurs dans le nord de son périmètre d'Aquitaine. Venons-en au Grand Est. C'est la diapo suivante, merci d'avance. Pour ce qui est du Grand Est, l'Alsace, comme on l'a vu avec les risques, est à part. La Champagne-Ardenne, un grand nombre de zones rurales et de bassins industriels dont j'ai déjà parlé sont très concernés, comme vous le voyez sur cette carte. J'attire votre attention sur des zones rurales d'extrême sud de la Haute-Marne. L'extrême sud, ici, de la carte pour la Champagne-Ardenne, vous voyez ici des accumulations de décrocheurs. Et là, il y a très peu d'emplois localement. On est loin ici des académies de Créteil ou de l'Outre-mer, ou même de la Corse, ou même de l'Académie d'Amiens, qui ont beaucoup plus de cantons dans le marron, c'est-à-dire des taux supérieurs à la moyenne. Ici, la moyenne est de 25%. Environ 25%, 27% des jeunes de 15-24 non scolarisés sont non diplômés. Donc voilà la situation du Grand Est où il n'y a pas totalement correspondance. On peut aussi parler des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'avec les collègues de rédaction de l'Atlas, nous faisons l'hypothèse que dans certaines zones, il y a moins de décrochage qu'attendu parce qu'il y a des équipes pédagogiques dans les collèges, dans les lycées, voire dans le primaire,
qui sont peut-être particulièrement innovants, peut-être particulièrement soudés. Il y a une faible proportion de moins de 30 ans, une faible proportion de non-titulaires, et ça peut jouer sur ces statistiques. Vous aurez tout le temps de poser des questions ou d'intervenir sur ces aspects. Nous avons dressé les cartes à cette même échelle pour la part des moins de 30 ans, chez les profs, pour la part des non-titulaires. Le pire, c'est l'outre-mer, avec par exemple la Guyane, Mayotte. Le pire, c'est l'Académie d'Amiens, l'Académie de Créteil, bien devant ces académies du Grand Est qui nous intéressent aujourd'hui. En conclusion, dernière diapo. Oui, j'avais ajouté ça pour attirer votre attention sur des correspondances. Vous voyez ici des correspondances entre zones à risque, cumul de risques, par exemple dans les Vosges industrielles, les anciennes Vosges industrielles, ou même les zones rurales du nord du Grand Est, qui vont être sur les Ardennes ou la Meuse, où là on a correspondance entre les deux phénomènes. Je vais conclure. Voilà. Les risques. Le Grand Est le plus à risque, c'est les marges des Ardennes, le nord de la Haute-Marne, les Vosges. Pour résumer encore plus rapidement, les vieux bastions industriels, non seulement qui ont perdu leur sidérurgie, par exemple, mais qui ont perdu des plumes dans les emplois de la reconversion. J'en ai parlé. Les faibles revenus sont assez incriminés dans l'étude avec le chômage. La désindustrialisation amène donc à des zones qui ne sont plus ou moins industrielles et beaucoup plus à économie présentielle, c'est-à-dire que là on a des emplois qui sont dans le commerce, qui sont dans des emplois liés à un peu de tourisme, ce qu'on appelle l'économie présentielle. Bref, donc on a en arrière-plan de ces risques un tissu d'emploi, d'une nature d'emploi qui change et qui va expliquer les données. À ce jeu-là, l'Alsace est favorisée, la Lorraine est particulièrement contrastée avec ces métropoles et ces zones industrielles rurales ou urbaines en difficulté. Et les risques sont peut-être un peu plus limités en Champagne-Ardenne, avec par exemple plus peut-être de risques en zone rurale liés au faible niveau de diplôme des parents d'élèves. Pas de correspondance stricte entre les deux types de cartes, et sans doute faut-il prolonger ces travaux qui ne sont qu'une étape, en plus avec des données qui commencent à être un peu racistes, des données de 2011, mais avec l'INSEE on ne peut pas aller plus vite. Donc sans doute faut-il s'intéresser à un indicateur de santé, obésité, dépistage en école primaire de problèmes de santé chez les élèves. Sans doute faut-il s'intéresser aux données statistiques du ministère de la Défense, les journées d'appel, où on peut avoir des données fines. Et puis, il faut s'intéresser aussi à des éléments liés au flux de décrocheurs. Ici, ce que je vous propose, ce sont des cartes de stock de décrocheurs. Mais un gamin peut décrocher à Nancy, il habite à 35 km en milieu rural, et une fois qu'il se replie, qu'il a décroché, il va déclarer sa résidence chez les parents en milieu rural. On va donc le comptabiliser comme un décrocheur rural, alors qu'il a décroché en cœur de ville, en cœur d'agglomération. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler sur les flux. Et il semblerait qu'il y ait des flux relativement importants de décrocheurs en milieu rural, comme on a des stocks en milieu rural. Dernier point, je reviens sur l'offre de services publics, alors éloignement de tout ce qui est mission locale par exemple, remédiation, et puis également la nature du corps enseignant, les moins de 30 ans, les non titulaires. Dans ma discipline, on appelle ça la justice spatiale. Faut-il rapprocher les services publics des habitants? Faut-il repenser la carte de l'offre? Faut-il financer la mobilité de ceux qui sont le plus loin pour augmenter leur mobilité, leur capacité de mobilité face à l'offre? Voilà des débats qui nous amènent du terrain scolaire à d'autres terrains plus scientifiques, tout aussi scientifiques en géographie. Dernier point, un économiste qui s'appelle Laurent Davzy dit que la crise est à venir. La crise serait devant nous. Pourquoi? Parce que certaines zones où il y a une forte solidarité nationale avec le RSA, avec des indemnisations pour parents isolés, pour d'autres types de familles monoparentales, ces indemnisations vont sans doute manquer dans les années futures. Des responsables de départements nous disent qu'ils sont bientôt en cessation de paiement pour le RSA, et peut-être que les cartes que je vous présente ne sont qu'un début de crise dans des zones déjà dans le rouge. Je vous remercie.
Merci Patrice Caro. On essaiera d'être peut-être un peu plus optimiste quand on proposera un certain nombre de solutions. Mais le journaliste politique que je suis par ailleurs confirme amplement effectivement vos observations, notamment en travaillant à partir de votre atlas. Il y a bien superposition des cartes des décrochages et du vote Front National dans le Grand Est et particulièrement en Rouet, à Forbach et en Haute-Marne. Mais on va peut-être continuer sur la présentation plus fine des territoires. Peut-être que vous amorcez, Patrice, l'ouverture vers Michel Bininger, qui nous parlera aussi de l'approche assez originale du Conseil départemental, notamment à travers son observatoire. Alors, pour ceux qui ont une très forte mémoire visuelle, vous vous rappelez de l'Académie de Nancy, à l'intérieur de laquelle vous avez le département dont mon collègue va parler avec des cartes très instructives. Et ce département se caractérise par une grande variété de situations. Vous avez tout autant des cantons très très urbains dans ce département Meurthe-et-Moselle que vous voyez à l'écran, que des zones rurales, et des zones rurales industrielles et des zones urbaines industrielles. Donc la variété, tout d'abord, en termes de contexte, la métropolisation, puisque le sillon lorrain avec Nancy et par exemple son technopôle Nancy-Brabois amène des emplois de cadres, développe des emplois d'ingénieurs, ce qui amène du vert sur nos cartes, avec des emplois protégés, des revenus, des CDI. Et vous avez plus de difficultés en périphérie du département, entre guillemets, qu'au centre. Donc sur les cartes de mon collègue comme sur les miennes, vous allez voir plus de difficultés sur les périphéries nord et par exemple des périphéries du sud-est, du côté des Vosges, qu'en plein centre avec l'agglomération nancéenne. Merci. Je vais essayer d'être plus optimiste, mais je ne vous garantis rien. Et avant de vous parler du travail que le département mène pour mieux connaître les caractéristiques de la population scolaire de son territoire, je voudrais juste resituer ce travail dans un contexte plus large. Et je suis volontairement reparti pour cela du titre du colloque, sous forme de question, ne laissez aucun élève au bord du chemin, utopie ou feuille de route. Je repars de là pour vous affirmer que dans notre département, en tout cas, la réponse est très claire, et ce depuis au moins une vingtaine d'années, c'est une feuille de route. Que ce soit en matière d'insertion sociale, de logement, de santé, d'action sociale et médico-sociale, et bien entendu en matière d'éducation au sens le plus large du terme. Je vais illustrer ça par uniquement quelques petits exemples sur la politique qui se traduit au niveau des collèges, et plus largement le projet politique départemental qui a été adopté par l'Assemblée départementale actuelle, qui comprend 4 axes, et dont l'axe 2 est permettre la réussite des jeunes meurthe-et-mosellans, préparer l'avenir. Juste quelques exemples, un zoom sur ce que le département fait en faveur des collégiens. Un plan collège nouvelle génération avec 300 millions d'euros d'investissement, 12 constructions neuves, des restructurations de presque tous les collèges, mais en même temps une réduction de la carte des collèges. En 10 ans, on sera passé de 73 collèges publics à 67 à la prochaine rentrée scolaire. Un partenariat très fort entre le conseil départemental et la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Je vois M. Bissonvèvre et M. Strugarec qui peuvent témoigner. Une convention qui existe entre nos institutions depuis 1998. Une tarification sociale de la restauration scolaire depuis 7 ans, avec dès la prochaine rentrée scolaire un nouveau tarif à 1 € pour les familles qui ont un QF inférieur à 450. Et sur les 19 000 familles concernées aujourd'hui, 3 500 familles ont un QF inférieur à 450 dans le département de Meurthe-et-Moselle aujourd'hui, parmi les demi-pensionnaires. Les transports scolaires gratuits depuis 1998, ça rejoint une question qui était évoquée avant, faciliter le déplacement des populations les moins favorisées. Un plan numérique ambitieux pour les collèges avec le déploiement de plus de 9 000 tablettes actuellement. L'amélioration de la mixité sociale dans les collèges avec un dossier qui aboutit sur le territoire de Nancy. Et puis, enfin, des résidences d'artistes, des contrats d'animation, jeunesse territorialisée. Je passe sur d'autres exemples. Et puis, j'ai envie de dire, il y a eu 2015 avec son lot de rapports sur la pauvreté des enfants, dont celui de l'UNICEF, mais également celui de Jean-Paul Delahaye. Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous. Le département décide alors d'adopter un plan de lutte contre la pauvreté des enfants lors de la session du 14 mars 2016, en lien étroit avec l'ensemble de ses partenaires et les acteurs de la société, et bien entendu avec l'éducation nationale comme partenaire essentiel. 4 initiatives nouvelles sont proposées par les élus et le président. Proposer à certains enfants des places en internat de la réussite pour tous,
Proposer des petits déjeuners dans tous les collèges, ça je vous dis tout de suite, c'est pas gagné. Promouvoir l'engagement citoyen auprès des enfants. Et enfin, ce qui va nous intéresser plus particulièrement maintenant, doter le département d'une capacité d'observation et d'analyse de la pauvreté des enfants en Meurthe-et-Moselle. D'où le titre de la diapositive que vous avez là, Observatoire départemental de la pauvreté des enfants en Meurthe-et-Moselle. Je vais prendre une toute petite précaution parce que ce ne sont que des extraits, il fait une centaine de pages. Ce document est en cours de finalisation. Il se fait dans le cadre d'un travail partenarial. Il y a un comité de pilotage qui se réunira encore très prochainement et il sera validé par les élus à la fin du semestre. Il sera disponible et rendu public ensuite pour l'ensemble des acteurs du département. Le choix qui a été fait, c'est une vingtaine d'indicateurs dans quatre rubriques essentielles. Contexte socio-démographique, enseignement, mesures aide sociale à l'enfance et prestations CAF, et enfin la dernière rubrique, santé. Première carte, je vais y passer très rapidement, c'est la carte des intercommunalités à l'échelle de laquelle nous avons souvent travaillé. Elle sera bien sûr actualisée. Elle a été faite avant le 1er janvier dernier. Il y avait 27 intercommunalités. Nous sommes passés à 18 depuis. Donc il y aura un travail à faire sur l'actualisation. Le premier indice de pauvreté, précarité, là on s'aperçoit rapidement que c'est dans le Piémont vosgien, donc très proche, en Meurthe-et-Moselle, mais très proche des Vosges, dans l'Est lunévillois, que les difficultés socio-économiques sont les plus fortes. Les populations des pays de l'Orne, du Haut-Val d'Alzette et du Lunévillois sont également peu favorisées. Donc vous les voyez marqués en rouge, mais essentiellement un grand nombre de cantons, de communes, d'intercommunalités sur l'Est lunévillois de la carte. La part des 15-19 ans non scolarisés et sans diplôme en 2012. On constate que les secteurs géographiques où se concentre la population non diplômée ont majoritairement une typologie qui a déjà été évoquée, ouvrière avec des secteurs industrialisés qui ont été malmenés. Le territoire de Longwy, les bassins de Pont-à-Mousson, de Neuve-Maisons, de Lunéville et là encore l'Est lunévillois. Et que les communes classées en réseau d'éducation prioritaire, celles aussi qui contiennent des quartiers politiques de la ville, ont logiquement des taux supérieurs également à la moyenne départementale. La carte suivante, on a fait le choix de se pencher sur les enfants de 0 à 17 ans qui vivent en famille monoparentale selon l'activité du parent en 2012. Ça représente presque 20% de l'ensemble des enfants de 0 à 17 ans. Quand on regarde attentivement, on voit qu'il y a une concentration sur le Grand Nancy où ça représente 28%, sur les territoires de Longwy, presque 19%, et sur le Lunévillois aussi qui est proche de 19%. On constate également que 34,5% des 0-17 ans en famille monoparentale vivent avec un parent sans emploi dans le département. Ce taux est encore plus élevé dans le Lunévillois, 41,9%. Si on va sur le Piémont vosgien, c'est près de 3 familles monoparentales sur 5 où le parent est sans emploi. Le pays de l'Orne est également particulièrement touché avec ce phénomène. 53% des familles monoparentales des communes d'Auboué, Aumécourt, Jeuf sont dans la même situation. Le taux de scolarisation des enfants âgés de 2 ans en 2012, je ne vais pas m'y étendre très longuement, on s'aperçoit que ce taux est élevé sur, bien sûr, les communes qui sont classées en éducation prioritaire, avec un maximum de 41% à Mont-Saint-Martin, et qu'on est à une moyenne de 15% d'enfants de 2 ans. Ce sont les chiffres au 1er janvier 2012 qui sont scolarisés dans le département, soit 2,3 points de plus que dans le Grand Est, mais 1,6 points de moins qu'en France métropolitaine. L'indice social des collèges entre 2013 et 2015, ce n'est pas très lisible là, mais là on a classifié, vous connaissez cet indicateur, on a classifié chacun des collèges dans le département, on a cartographié, mais on a aussi dans la classe, enfin dans l'observatoire, des tableaux avec l'évolution sur les 3 dernières années de cet indicateur social pour l'ensemble des collèges publics du département. Autre critère qui nous a paru intéressant d'observer, c'est le taux de bénéficiaires de mesures
qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance en 2015, toutes mesures confondues, actions éducatives, mesures administratives, judiciaires, placement. Vous voyez là également que, bien sûr, les territoires les plus concernés, c'est le nombre de mesures sur 1000 jeunes. Donc les territoires les plus concernés et les plus pénalisés sont bien sûr ceux qui sont toujours en rouge, et on retrouve de nouveau l'Est lunévillois, le Lunévillois, en orange le nord du département avec la région de Longwy et Longwyant, donc également un indicateur intéressant. Enfin, la part des ménages dont les prestations CAF représentent 100% des revenus en 2014. Si on ne prend pas en compte, si on ne prend en compte que les ménages vivant exclusivement des prestations de la CAF, c'est le Grand Nancy qui est le plus élevé, qui dépasse 20%. Ensuite, le Piémont vosgien, le Lunévillois, le Pays de l'Orne, où on est à nettement plus de 20%. Sur Nancy, ça s'explique en partie à cause d'une grosse population étudiante. Et puis également à cause des quartiers qui sont en éducation prioritaire et qui sont nombreux sur l'agglomération de Nancy et les quartiers politiques de la ville. Un autre indicateur qui, lui, relève plutôt de la santé et qui a été fourni par nos médecins de protection maternelle et infantile, c'est le tabac pendant la grossesse. Alors c'était un choix qui a été fait parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une corrélation directe entre le taux de monoxyde de carbone et le poids de naissance de l'enfant, ainsi qu'un risque relatif plus élevé de prématurité. Et le tabagisme pendant la grossesse est, selon de nombreuses études, corrélé au statut socio-économique. On retrouve bien sûr marqué en rouge fortement le Lunévillois, l'Est lunévillois, qui est le territoire vraiment le plus pénalisé. Enfin, dernier élément du choix que j'ai fait parmi ces indicateurs, c'est l'examen du langage, c'est-à-dire les bilans de santé en école maternelle 2014 et 2015. Vous voyez là aussi que sur le territoire du Nord, Longwy est marqué également fortement en rouge. Au milieu du département aussi, le territoire du Val-de-Lorraine. Et puis, il y a une exception qui est assez remarquable, c'est la situation du Lunévillois, qui pendant de très nombreuses années enregistrait les mêmes résultats que le territoire de Longwy et qui a mis en place une action systématique de prévention très soutenue. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une réversibilité possible à partir d'actions soutenues, notamment des puéricultrices auprès de l'intervention des futures mamans de la grossesse jusqu'à 4 ans. Ça montre l'impact en tout cas de nos politiques publiques. Voilà, donc cet observatoire départemental, c'est le fruit, je vous l'ai dit, d'un travail important, tant à l'interne qu'avec nos partenaires. Il reste aujourd'hui finalisé. Il a un objectif, c'est bien entendu d'observer finalement l'évolution de la pauvreté des enfants dans le département, mais surtout de réajuster et d'améliorer nos politiques publiques et de mieux les coordonner avec celles de nos autres partenaires, et notamment celles de l'éducation nationale. Et je voudrais en profiter pour saluer ici le travail remarquable qu'on mène avec l'éducation nationale, donc vraiment un partenariat en toute confiance et très constructif. Voilà. Merci Michel Bininger. Je vais passer la parole à Patrice Carreau là, pour la présentation. Maintenant, on va se tourner du côté de la Champagne-Ardenne. La Champagne-Ardenne, ce n'est pas seulement le Champagne. Il y a quand même quelques zones difficiles, hein, comme l'a indiqué Patrice Carreau. Et je vais laisser le soin de présenter Vitry-le-François. Vitry-le-François, sous-préfecture de la Marne, avec 13 000 habitants. Alors cette fois pour le canton. Et c'est le canton des plus de 50. Alors plus de 50, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout d'abord, plus de 50% des 45-54 n'ont aucun diplôme. Plus de 50% des élèves de moins de 17 ans ont des parents en CSP défavorisés, d'après les critères de l'ADEP. C'est de l'ordre de 60 à 65%. La moyenne est à 35% au plan national. Et enfin, à Vitry-le-François, plus de 50% des habitants dans le canton logent dans des HLM, habitat social. C'est pourquoi je vous parlais des plus de 50. Ici, vous avez un cumul de tous les risques qui donne à Vitry-le-François la couleur rouge sur nos cartes. Et comme Saint-Dizier, Vitry-le-François a perdu plus de 10% de ses emplois
dans la courte période de 2008 à 2012. Katia Batio, je vais vous laisser maintenant détailler les principales caractéristiques là, du secteur sur lequel vous êtes engagé professionnellement. Merci. Donc, effectivement, je vais présenter ma circonscription. Alors, vous l'avez bien compris, effectivement, on est plutôt largement même sur des secteurs défavorisés, plutôt sur des secteurs ruraux, mais c'est une circonscription que je me plais à présenter comme une véritable mosaïque, parce qu'on y trouve malgré tout des situations assez contrastées que je vais vous présenter suivant les entités sur lesquelles on travaille au niveau de la circonscription. Alors, je commencerai par le secteur rural de Pargny-Sermaize, qui est le plus défavorisé. Rural, un réseau d'éducation prioritaire, et je commencerai par une anecdote qui a été vécue lors d'une inspection l'année dernière, au mois de mai. Dans une classe maternelle, une enseignante regroupe les élèves, leur présente un album et puis demande aux enfants de s'exprimer sur la double page qu'elle présente. Et là, un enfant prend la parole et puis dit à la maîtresse, eh bien, moi je vois un Godin. Très bien. Et là, la maîtresse, c'est parfait, lui répond oui, mais je vous ai déjà dit. Godin, c'est un mot que vous utilisez avec papa et maman à la maison. À l'école, on ne dit pas Godin, on dit ver de terre. Voilà. Alors pourquoi je commence par cet exemple? Parce que je le trouve vraiment intéressant. L'enseignante, finalement, ici, elle représente ce qu'on va retrouver sur la circonscription. C'est-à-dire qu'elle a une vraie connaissance du contexte dans lequel elle exerce. On a des équipes relativement stables, même si on est sur une partie du département qui n'est pas très attrayante. On a des équipes vraiment globalement stables, très peu de jeunes enseignants. Et puis donc, évidemment, l'indispensable bienveillance. Elle n'a pas rejeté la réponse de l'enfant, elle l'a accueillie. Mais effectivement, elle a remis les choses en place. Alors, ce sont des enseignants qui, effectivement, connaissent le public auprès duquel ils interviennent, savent que les enfants n'entreront pas facilement dans les apprentissages, ne seront pas hyper actifs en classe pour s'engager. Ils connaissent également les parents. Et ça, les parents le leur rendent bien parce qu'au cours des évaluations d'école que nous menons, nous rencontrons systématiquement les parents d'élèves. Et on a été très surpris avec l'équipe de circonscription parce que systématiquement, que ce soit dans le défavorisé rural ou non rural, les familles expriment vraiment de manière unanime une reconnaissance très forte envers l'école. Et je crois que ça, c'est important. Alors, ce respect partagé, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distance entre l'école et les familles. Hein. Je ne veux pas dresser un tableau utopique. Néanmoins, je pense que c'est vraiment une base extrêmement intéressante de travail. Puis ces équipes, elles connaissent également le territoire sur lequel elles interviennent. Elles savent que, et ça c'est également une réalité, les collectivités font leur maximum. Il y a un vrai engagement pour les élèves dans ces secteurs. Néanmoins, elles n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Je vous donnerai un exemple. Sur le rural défavorisé, on n'a plus les moyens de se déplacer très souvent vers Châlons ou vers Reims. Je parle pour ma circonscription, mais c'est le cas partout. Donc les visites au musée, etc., se restreignent quasiment à peau de chagrin. Donc on essaye de faire venir la culture vers les enfants par le biais du numérique, mais soit toutes les écoles ne sont pas équipées de la même façon, et parfois l'équipement est insuffisant, soit quand bien même l'école est équipée, à ce moment-là, c'est la connexion Internet qui est tellement défaillante qu'on ne peut pas bâtir de projets culturels ou autres d'ailleurs sur la base du numérique. Voilà. Donc ça, c'était pour évoquer le secteur très rapidement, Pargny-Sermaize. Et puis je vais revenir au Godin, parce qu'il s'avère que Godin, c'est aussi le nom des habitants d'une petite commune de la circonscription qui s'appelle Saint-Amand-sur-Fion. Ça ne s'invente pas. Et là, on va changer tout à fait de contexte. On va changer tout à fait de contexte puisqu'on va passer sur le secteur urbain. C'est l'axe nord, Vitry-Châlons, un secteur beaucoup plus dynamique. Là, on ne serait plus dans le rouge, on passe vraiment au vert clair, dans le vert, quoi. Et là, on va retrouver en classe des enfants qui sont vraiment engagés, qui vont ramener des choses de la maison le lendemain, après qu'on ait évoqué quelque chose en classe. On va aussi avoir des familles un petit peu plus contestataires, donc des enseignants qui se sont parfois remis en question, quelques courriers qui arrivent à l'inspection. Mais ces enseignants, moi j'ai aussi une vigilance, c'est que trop souvent, ils ont placé le curseur un peu trop haut, et que des enfants qui sont en légère difficulté vont vite être étiquetés en grande difficulté, dyslexiques, etc., parce qu'ils ne sont pas au niveau de la moyenne de la classe.
Donc voilà pour ce deuxième secteur. Et puis je viendrai à un troisième secteur. Donc je vais passer là du vocabulaire à la conjugaison. Je vais être un peu caricaturale, mais c'est une situation également vécue en inspection. C'est dans le secteur rural isolé. Secteur rural isolé, en inspection il y a un an, l'enseignante a un cours double et elle propose à l'un des groupes, pendant qu'elle s'occupe de l'autre, de travailler en autonomie sur la conjugaison du passé composé. Elle demande aux enfants de transposer 27 phrases complètes au passé composé aux 6 personnes que l'on connaît. Je vous laisse faire le calcul mental du nombre de phrases que les enfants ont eu à écrire. Voilà. Et on voit tout ce que ça peut induire en termes de motivation de l'enfant et d'engagement dans les apprentissages. Toujours est-il que pendant 45 minutes à peu près, les enfants n'ont pas bougé. Ils ont fait. Alors pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple? Alors il est extrême, fort heureusement je n'en rencontre pas souvent. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que finalement, on voit bien là, ce que je rencontre dans les secteurs ruraux isolés, ce sont des enfants qui appliquent, des parents qui approuvent, bref, de manière un peu triviale, des écoles qui tournent. Alors je précise juste une chose. Moi, j'ai exercé jusqu'il y a très peu en Moselle. Et quand on dit rural isolé, ça ne recouvre pas tout à fait la même chose dans la Marne. Il y a une politique de regroupement très importante au milieu des années 90. Ce qui fait que dans le rural isolé, on n'a pas forcément, je n'en ai que très très peu, 6 au total sur 41. On n'est pas dans la petite école communale que l'on peut imaginer. On a beaucoup de gros regroupements pédagogiques sur des écoles qui accueillent 10 à 20 communes et qui contiennent environ 8 à 12 classes. Voilà. Et puis je terminerai par le secteur urbain. Très rapidement, secteur urbain, et je vais prendre Vitry-le-François là pour le coup. Alors Vitry-le-François, effectivement, on a un secteur qui perd de plus en plus de population. Actuellement, sur les fermetures de classes que l'on gère, eh bien, c'est Vitry qui perd le plus d'élèves, vraiment quasiment la totalité. À vrai dire, Pargny stagne, mais Vitry en perd beaucoup. Et Vitry-le-François, c'est une ville intéressante également, parce que c'est une mosaïque dans la mosaïque. C'est une ville qui est très fortement marquée par ses quartiers. Donc de fait, dans chaque école, on va retrouver une certaine absence de mixité. Donc on a 3 écoles, centre-ville ou petite périphérie, bonne hétérogénéité, voire manque d'hétérogénéité, mais là c'est parce qu'on est exclusivement sur des familles favorisées à très favorisées. Voilà, donc là on est sur les caractéristiques du secteur urbain, les enfants qui sont vraiment dans une appétence, une envie d'apprendre. Et puis on a ces écoles qu'on dit de la périphérie, dans les quartiers dits sensibles, ciblés par la politique de la ville. Et là, effectivement, les choses changent. On va retrouver des caractéristiques du rural défavorisé. On a donc des taux de CSP qui avoisinent, donc qui sont entre 75 et 82%. On a là aussi des équipes enseignantes très stables, ce qui est aussi une excellente chose, mais des équipes qui sont de plus en plus démunies. J'ai récemment évalué 2 de ces écoles et il s'avère que des enseignants expérimentés qui ont une pratique pédagogique remarquable m'ont dit ne plus savoir quoi faire. Le problème n'est pas comportemental. On n'a pas de problème de comportement des élèves, ni là d'ailleurs, ni sur le secteur de Pargny. Le problème, c'est comment les motiver, comment les faire entrer dans les apprentissages. Et je vous assure que les projets qui sont mis en place sont vraiment extrêmement motivants. C'est tout à fait positif et malgré tout, les enfants ne rentrent pas dans ce qu'on leur propose. Donc une véritable interrogation, donc on accompagne les équipes là-dessus comme on le peut. Et puis aussi, on retrouve également dans les entretiens avec les parents cette même reconnaissance. On a la chance d'avoir sur Vitry beaucoup plus de partenariats qu'on n'a pas sur Pargny-Sermès, c'est trop éloigné, c'est trop isolé. On a un dispositif de réussite éducative et on avait hier un comité de pilotage, hier matin, et les responsables du dispositif nous disaient, cette année, pour la première fois, les saisines du DRE n'ont pas porté essentiellement sur les comportements des enfants, mais sur les apprentissages. Donc on a vraiment des phénomènes, des constats convergents, on va dire, sur le secteur. Et je crois que, effectivement, l'expérience des enseignants fait qu'on évite les phénomènes de violence, mais malgré tout, ça reste quand même préoccupant. Et je vous donnerai un dernier exemple. Moi, je vais emprunter aussi un peu à l'autoroute, mais pas du tout de façon métaphorique.
On est allé mardi dernier avec une classe de la dernière école de Vitry dont je n'ai pas parlé. Donc là, on a des taux de CSP défavorisés très importants également, on est à 77%. Sortie d'éducation prioritaire, quartier où on a une absence totale, mais vraiment totale, de mixité. Et donc un gros travail sur la citoyenneté en partenariat avec la politique de la ville et les crédits politiques de la ville. Et une classe, et c'est fort heureux, j'en suis ravie, a gagné le prix du concours non au harcèlement dans la catégorie 8-11 ans. Et donc j'ai rejoint la classe au rectorat de Reims pour les voir se faire remettre le prix. Et ça sera donc ma dernière anecdote. La directrice, qui est expérimentée, extrêmement investie sur le quartier, est venue me voir et me dit Mathieu, vous savez, j'ai dû en route expliquer à plusieurs élèves ce qu'était une autoroute, ce qu'était un péage. Ils n'ont jamais pris l'autoroute. Et je vous avoue que j'ai pensé à mon intervention de ce jour, je me suis dit finalement, est-ce que je perçois bien les singularités de la population scolaire de mon territoire? Parce qu'honnêtement, j'ai été un peu déstabilisée. J'aurais pas pensé. Par contre, je savais qu'on a un problème dans ce secteur. La pauvreté fait que les parents soit n'ont pas le permis, soit n'ont pas de véhicule, ou quand ils ont le permis, ils n'ont qu'une voiture sans permis. Ça veut dire quoi concrètement? Et c'est valable aussi où on travaille beaucoup en sous-bassin d'éducation sur Vitry. Pour nous, comme pour les collèges, eh bien, il y a un vrai problème pour rencontrer les familles, parce que dans une voiture sans permis, il n'y a que 2 places. Donc au mieux, on va pouvoir rencontrer soit les 2 parents, soit un parent et un enfant, mais on ne pourra pas rencontrer la famille au complet. Voilà. Merci pour ce témoignage. Maintenant, on va poursuivre notre voyage la plus à l'est, en Alsace. J'ai cru comprendre que c'est un îlot de prospérité qui était... voilà, donc Philippe Riviaran, dont l'accent n'indique pas spontanément qu'il est principal à Strasbourg, va aussi maintenant vous présenter son témoignage vécu. Mais, ah oui, pardon. Comme prévu. Je dis juste un mot sur cette zone qui apparaît en rouge au milieu d'une grande tache verte alsacienne. Donc le canton central de Strasbourg, le canton au centre de cette métropole, qui est une vraie métropole Strasbourg, est en rouge. C'est simplement à cause des 8 zones urbaines sensibles qu'il comporte. À l'intérieur, vous avez 22% des habitants qui sont dans un logement social, HLM ou pas HLM. 40% des élèves de moins de 17 ans sont plutôt issus de CSP défavorisés par les parents. Et plus de 12% de la population de ce canton est au RSA. Philippe Riviaran, c'est à vous. Merci. Alors, Patrice Caro a presque tout dit. Mais il m'a surtout plombé le moral un peu. J'étais arrivé très enjoué, très heureux. J'apprends qu'on va bientôt être en crise. J'apprends que l'Alsace est verte, favorisée, et moi je suis en zone rouge. Qui plus est, à moins de 10 minutes de Truchtersheim. Mais enfin, tout va bien, vous allez le voir. Alors effectivement, je suis principal d'un collège REP+, à Strasbourg, dans un quartier politique de la ville. 14 382 habitants sur Strasbourg-Haute-Pierre, 13 620 habitants relevant du quartier politique de la ville, et il faut savoir qu'il y a 2 collèges classés en REP+, distants d'1 kilomètre environ. Pour situer le quartier, le revenu fiscal annuel médian est de 8 600 €, alors qu'il est de 16 865 pour la commune de Strasbourg. 56,8% des ménages sont sous le seuil des bas revenus sur Haute-Pierre. 23% des habitants sont au RSA. Voilà, c'est tout un tas pour vous signifier un peu effectivement que le quartier est défavorisé. Au niveau du collège, 62% des élèves sont issus de PCS défavorisés. On a 65% de boursiers. Il y a 30% d'enfants étrangers, pas d'origine étrangère. 30% d'enfants étrangers. C'est pas un problème qu'ils soient étrangers, évidemment. Le problème, c'est la maîtrise de la langue française. Et on y viendra un petit peu plus tard. Vous verrez quand je définis les caractéristiques des enfants qu'on accueille. Voilà en gros pour le quartier. Au niveau du collège, vous avez vu un petit film avec Kevin, Salomon, Emen, Salman.
Ben, tout cela, je les ai au collège, on les a au collège, évidemment. Tous ces témoignages, j'ai l'impression que je travaillais, quoi. Je ne suis pas à Nancy, je suis encore au collège. Alors ces enfants qui y sont, eh ben, ces enfants, ils aiment venir au collège. Ils aiment venir au collège. Mon établissement précédent était sur la route des Vins, en Alsace. Ça fait 30 ans que je suis en Alsace. Eh ben, ils aimaient pas trop. Oui, non, c'est pour préciser ce que disait M. Rivet. Je connais bien le contexte alsacien. Sur la route des Vins, les enfants, ben, le collège, ça, comme ils disent, ça saoule. Pourquoi ça saoule le collège? Le collège, ça saoule parce qu'il y a tellement d'autres occupations en dehors du collège, à la maison et ailleurs. À Haute-Pierre, les gamins, le collège, ça saoule pas. Le collège, c'est bien. Et ils aiment y venir au collège. Et ils le respectent. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de dégradation. Vous pouvez venir, tous les gens qui viennent, toutes les personnalités qu'on accueille sont surpris. Le collège est en bon état. Et c'est pas parce qu'on le retape tous les jours. Hein. Et pourquoi ils y sont bien au collège? Eh bien, ils y sont bien parce que c'est un lieu de vie et de rencontre. Et c'est parfois le seul repère de la vie sociale. Voilà pourquoi ils y sont bien. C'est dommage, il y a des cours. Les enfants, ces enfants, ils sont paradoxaux parce qu'ils sont conscients des efforts consentis par les acteurs éducatifs. Ils le reconnaissent. Et ils le reconnaissent surtout quand ils sont partis. Ils disent, ah, vous occupez bien de nous quand même. Et ils sont paradoxaux. Pourquoi? Parce que le même qui va venir vous dire « Monsieur, c'est super ici », 5 minutes après, il va y avoir une situation explosive et ça va être une crise, ça va être une situation de crise à gérer. C'est pour ça qu'ils sont paradoxaux, attachants, mais exaspérants. Et alors je dis, un feu de brindille peut se transformer à tout moment en incendie. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent toutes les informations sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Et c'est dû, en partie, à une mauvaise maîtrise de la langue française. C'est-à-dire tout est pris au premier degré. Et c'est un gros travail pour nous, acteurs, de faire en sorte que l'information que l'on veut donner soit bien reçue. Et ce n'est pas toujours facile. Ils ont un esprit critique plutôt limité, ce qui est un handicap lors du passage au lycée, dans les filières générales et technologiques, y compris pour les très bons élèves. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais on va aller plus loin. Il y a des très bons élèves en éducation prioritaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On passe toujours de l'éducation prioritaire avec les élèves en difficulté. Ben, dans mon établissement, il y a 62% d'élèves qui passent en seconde générale et technologique. C'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on oublie de nous dire qu'il y a des établissements d'éducation prioritaire renforcés où les élèves ne sont pas tous en difficulté, ils ne sont pas tous des rebuts. Il faut le dire. Le respect. Ah, ça, le respect, ça revient souvent dans leur discours. Oh, ils ne m'ont pas respecté, ouais, ils ne me respectent pas. Et le respect, ils savent reconnaître un adulte respectueux et respectable. Ça, ils ont les codes pour reconnaître. Hein. L'adulte, il fait référence. Lorsqu'il est jugé digne de confiance. Pour cela, bienveillance et exigence sont indissociables. Ah, ben il y en a toujours des esprits chagrins qui disent mais la bienveillance, c'est contre l'exigence. Vous l'avez entendu ça hein? L'évaluation par compétence. Une évaluation bienveillante, ben, c'est qu'on abaisse le niveau. Eh ben non. Eh ben non. La bienveillance, ah ben c'est quoi tiens la bienveillance? Moi je dis la bienveillance, c'est actionner le bouton qui permettra de donner confiance. Et la seconde, c'est quoi? On a parlé d'autoroute. L'exigence, c'est les aider à gravir la route qui s'élève vers leur avenir. C'est ça l'exigence. Et la route, elle s'élève. Et contre vents et marées, parfois, ils sont découragés. Eh bien, il faut continuer et leur expliquer pourquoi c'est important d'être exigeant avec eux, tout en restant bienveillant. Et alors, on a parlé du respect. La justice et l'injustice. Ah, ça, attention. Hein, l'injustice, surtout quand ça les touche à eux, l'injustice. Hein. Ah, c'est des valeurs auxquelles ils sont attachés, mais qui ne reflètent pas la définition conventionnelle, malheureusement pour eux, hein, en vigueur, d'où l'importance du dialogue et la médiation. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Nous, on a un lieu d'accueil des élèves où on passe beaucoup de temps à dialoguer, à médier, à faire de la médiation.
Et ça marche, ça fonctionne. C'est bizarre, hein? Ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne? Tout à l'heure, dans le reportage, il y avait, j'ai noté, c'est Justine, la jeune fille qui était devenue maman. Justine, elle parle de soutien. Elle parle de soutien. Je ne sais pas si vous avez fait attention, elle parle de soutien. Tout le monde a compris soutien scolaire? Bien sûr que non. Les gamins, quand ils parlent de soutien, c'est occupez-vous de nous. Il faut qu'on soit important. Il y a un petit Yacine, moi, qui un jour, en quatrième, il était en quatrième, il me dit, monsieur, ça me saoule. Ça me saoule les heures de soutien, ça fait 3 ans que j'y suis et je ne progresse pas. C'était du soutien scolaire. Ben, Yacine avait vraisemblablement besoin d'autre chose. Hein? Alors, je voudrais revenir au code qui est en vigueur aussi avec les enfants de l'éducation prioritaire. Je vais conclure. Je n'ai pas eu moins de temps que les autres. Alors, non, je vais conclure par un point important, c'est les codes de séduction. Au collège Erasme, on ne voit pas d'adolescents se tenir main dans la main, on ne voit pas d'adolescents se faire des bisous, comme on a l'habitude de le voir, ou se câliner comme des lapinous, Catherine. Alors qu'on a l'habitude de le voir dans d'autres collèges. Mais pourquoi? Pourquoi, et je terminerai là-dessus, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les codes de séduction. Ils n'ont pas les codes de séduction, et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils se cherchent quand même, et ça tourne en conflit. Et qui peut dégérer sur une situation de crise. C'est-à-dire ils se séduisent pas, ils se plaisent, mais il y a conflit. Hein, ils s'enquiquinent, ils s'embêtent. Et pour terminer, je parlerai des filles. Assumer son adolescence, c'est difficile. Très peu de maquillage, pas de jupe courte, sinon on est vite catalogué. Hein. Fille à cave, c'est ce qu'ils disent. Hein. Fille à cave. Pas de tenue trop légère. Et c'est le passage au lycée, souvent, qui est une étape émancipatrice par rapport aux règles du quartier. Et ce passage au lycée, ça marque le début d'une féminité visible et assumée. Mais il faut sortir du quartier. C'est bon? Hein? Pas mal. Merci. Merci Philippe Riviérand pour ce témoignage teinté d'humour, ce qui nous permet de sortir un peu de la morosité dans laquelle on risquait de s'enfoncer. Donc je vais repasser la parole à Patrice Caro qui va présenter Stenay. Vous avez vu de Nancy, je vais dire que c'est au milieu de nulle part, mais Jean-Christophe Velin ne va pas être d'accord. Mais Patrice Caro va expliquer pourquoi. Alors, Stenay, on est à 43 km de Verdun, on est au tout à fait nord-nord-ouest de l'Académie de Nancy, à la frontière. Ici, on est à 30 habitants au kilomètre carré. C'est ce que le rapport du sénateur évoqué tout à l'heure appelle l'hyper-rural en France. On est dans la diagonale du vide, qui est une diagonale avec peu de villes. Alors, désolé, c'est un terme consacré qu'on enseigne dans les programmes d'histoire géo au collège et au lycée au sujet de la France. Elle part des Ardennes, elle se termine en Dordogne et elle passe par une partie du Massif central. Bref, on est dans l'hyper-rural avec une faible densité de population, mais c'est industriel, ça reste industriel, puisque à Stenay, on est au double, plus du double de la moyenne nationale des emplois industriels. Les derniers chiffres, c'est 26% d'emplois industriels à Stenay. La moyenne est plutôt à 12 ou à 13. Donc vous avez ici une caractéristique industrielle rurale, il reste une papeterie, mais en 2005, la dernière fonderie a fermé. Il reste tous les atours du pôle rural, c'est-à-dire la petite ville en milieu rural, hyper rural. Vous avez le négoce de matériel agricole, les artisans maçonnerie, vous avez les transports routiers, supermarchés et, comme me disait mon voisin, le musée européen de la bière. Oui, c'est vrai. Donc les indicateurs ne sont pas tout à fait favorables. On a des revenus assez faibles, en dessous de la moyenne. Et puis, il y a quand même 60% des élèves de moins de 17 ans qui sont issus de parents d'élèves défavorisés. La moyenne est à 35, là, on est plutôt à 60. Bien, merci. Comme je suis le maître des horloges sous le regard bienveillant mais exigeant, ou exigeant et bienveillant de Catherine Moisan, Jean-Christophe Velin, vous avez 7 minutes pour franchir la diagonale du vide.
Bonjour à tous. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter la cité scolaire et le territoire de Stenay. Donc à savoir que la diagonale du vide, il y a quand même la cité scolaire qui se situe dessus. Non, plus sérieusement, c'est vrai que le territoire de Stenay se situe en zone très rurale. La ville-centre, Stenay, regroupe 3000 habitants. C'est pour vous dire un petit peu la dimension du centre-bourg. La ville la plus proche, c'est Verdun à 45 km, Longwy à l'est à 50 km, Reims à 100 km à l'ouest et Charleville-Mézières à 50 km au nord. Voilà, comme ça vous avez situé. Maintenant, il y a le musée européen de la bière que je vous invite à venir visiter, mais ça sera pour une autre fois. En attendant, les élèves que nous accueillons sont des élèves donc qui... je rejoins ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, ont plaisir à venir à la cité scolaire. Parce que c'est pour eux un lieu de vie et d'épanouissement dans lequel ils aiment bien passer le temps hors les cours, bien entendu. Et c'est en cela que la cité scolaire... on essaie de développer un maximum de lieux de vie qui soient les plus favorisants possibles pour ces élèves. Comme je le dis toujours, quand un élève passe un tiers de son temps à l'école, tant qu'à faire, autant que ça se passe bien. Autant que la restauration scolaire soit bonne, autant que les temps périscolaires aménagés soient présents. Mais ça, je vais y revenir. On l'a dit, le chômage est très présent, malheureusement. J'ai noté aussi sur les indicateurs, sur la cartographie de M. Caro, qu'on avait une part de non-diplômés qui était très importante chez nous, 15-24 ans. Je tiens à souligner qu'on a un manque cruel et qu'on essaie de redévelopper. Et là, je vais m'adresser directement à ma collègue Lucette Prior, qui est dans l'Assemblée, pour lui dire que, et c'est dommage parce que la représentante du Conseil régional n'est pas là, je défends l'idée, ça fait 5 ans que je suis dans l'établissement, on a un manque cruel de formation continue également, ou en tout cas de mixage de population dans nos structures. On a des outils de formation sur la cité scolaire, alors je vais en parler, mais on a un outil de formation qui est à disposition de nos institutions, des partenaires, et qui, à mon sens, à certains moments, peuvent être sous-utilisés. La cité scolaire de Stenay, c'est collège, SECPA, ULIS, LGT, CEP, BTS. C'est du 11 à 22 ans. Autant vous dire qu'on a une carte des formations qui est très développée, mais qui est bien dimensionnée au regard de notre contexte local. C'est un outil majeur de la vie économique locale. Monsieur Caro l'a rappelé. Aujourd'hui, à Stenay ne perdure que la papeterie qui emploie, bon an mal an, 150 personnes. La cité scolaire, c'est 150 personnes aussi. Autant vous dire qu'il y a une attention toute particulière portée par les élus locaux, les institutions, les collectivités territoriales sur la pérennité de cette cité scolaire. En termes d'effectifs, on évolue autour de 840 élèves, collégiens et étudiants compris. C'est également 75% d'élèves demi-pensionnaires. 75%, c'est 700 repas jour, inclus ce qu'on appelle les commensaux, les adultes qui viennent manger. Vous l'aurez compris en me voyant, malheureusement, la restauration scolaire est trop bonne. Et mes agents me mettent au régime de temps en temps. Donc là, ils me disent, non, vous prenez pas ça, etc. Madame le recteur qui est venue tout à l'heure, je pense, a pu mesurer la qualité de la restauration. Mais c'est quelque chose qui contribue aussi à faire en sorte que nos élèves, qui sont en zone rurale, et qui quelquefois, il faut le dire, on ne va pas se voiler, n'ont pas forcément le repas attendu dans les familles, dans certaines familles, et ben au moins on sait que ces élèves-là, ils ont au moins une fois par jour un excellent repas. Il y a le petit déjeuner pour les internes, on a 10% d'internes, on a la spécificité d'avoir un internat collège. Alors l'internat collège, je vais m'arrêter 30 secondes dessus. C'est un internat, je dirais, qui a peut-être une portée éducative renforcée, parce que on nous envoie quelquefois des élèves d'autres collèges, etc., sur des mesures disciplinaires et autres. Mais en tout cas, qui a une portée éducative et quelquefois sanitaire. Parce que on a de gros problèmes sanitaires, problèmes de gale, des choses comme ça, de poux et de gale. Et régulièrement, on fait l'appel à des services sociaux. On a un service renforcé de soins, de santé et infirmiers, qui nous permettent de pallier à toutes ces difficultés. La spécificité de Stenay, c'est également le transport. 75%, ça rejoint les demi-pensionnaires et les internes, 75% de nos élèves sont transportés par bus.
Donc c'est une noria de bus le matin et le soir, je vous passe les détails. Mais au-delà de ça, ce sont de très fortes contraintes organisationnelles pour la cité scolaire. On a des emplois du temps qui se développent sur 4 journées et demie. Ça veut dire des contraintes, on n'a quasiment aucun temps de liberté. Chose qui nous fait défaut par ailleurs parce qu'on a à cœur nos élèves, et c'est ce qui ressort d'un sondage que nous avons réalisé auprès des familles. Les familles demandent à ce qu'il y ait une prise en charge, un accompagnement du travail personnel des élèves au sein de la cité scolaire. Je vois même, moi, dans mon proche entourage, et parmi les familles aisées ou autres, qui me disent « mais le soir, on passe notre temps à faire les devoirs avec nos enfants. On en a ras-le-bol ». Et je dis, il faut absolument qu'on se penche sur cette question. Et nous, à Stenay, on essaie aussi de faire en sorte que les élèves rentrent chez eux. Alors, c'est modeste, hein, mais c'est 2 soirs par semaine. Ce sont des internes qui sont accompagnés par des adultes, par des professeurs qui restent le soir et qui les aident à réaliser leurs devoirs. La contrainte liée aux emplois du temps, au transport scolaire, c'est aussi le coût du transport. J'ai entendu que sur la Meurthe-et-Moselle, mon collègue Michel Bininger soulignait que la gratuité des transports, malheureusement en Meuse, c'est pas le cas. La carte de transport était à 30 €, elle vient de passer à 85 €. Je vous assure, je vous promets qu'il y a des familles qui n'ont pas pris la carte de bus et qui se sont mutualisées en covoiturage pour amener leurs enfants à la cité scolaire. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on prenne la mesure des choses. L'UNSS aussi est très développé. On est sur un lieu de vie, on est sur une entité importante à notre sens, et les acteurs, les personnels sont tous mobilisés pour faire en sorte que nos élèves développent et ne soient pas pénalisés par rapport à d'autres centres urbains. Et l'UNSS est très développé. On a 40% de licenciés au collège et 30% au lycée. Avec des résultats très intéressants. On a des équipes de France, on était champion de France en équipe, par équipe en escalade il y a 2 ans. Enfin, voilà, des résultats fort honorables. Donc autant dire qu'on réussit bien. Sur le taux de boursiers, on a un taux de boursiers qui est conséquent. Pas suffisamment à notre goût. Comme je dis pas suffisamment, c'est provocateur ce que je dis là, bien évidemment, au regard du taux de CSP défavorisé de 61%, d'un indice de position sociale qui est à 88, là où la moyenne, la médiane est à 100. Vous voyez qu'on est à 39% au collège, on est à 22% seulement au lycée. Pour autant, je peux vous assurer qu'on devrait normalement être encore au-deçà de ces taux-là. Donc on a développé une politique de communication, etc. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir la visite interministérielle conduite par Jean-Paul Delahaye et Claude Coquart. Et c'est eux qui nous ont, mais ça a été un révélateur comme un déclic pour mes collaborateurs, nos équipes. Et là on s'est dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse quelque chose. On a développé des packs de fournitures scolaires à 60 €, mais tout compris, calculettes, clés USB, etc. On va de 25, 35 à 60, je vous passe les détails. Mais 90% des familles en 6e ont adhéré à ce pacte. C'est une vraie réussite. Et on va le développer sur l'ensemble du collège. Je vais très vite, je suis désolé, je parle peut-être un peu vite. Ah déjà, c'est pareil, vous êtes sûr que... Voilà, donc tout ça pour dire que une chose importante, c'est que la cité scolaire, elle n'est pas seule. Je suis convaincu par ce que je fais, etc. Mais c'est sans les partenaires qui nous accompagnent, que je les ai cités, sont les institutionnels, mais c'est aussi toutes les associations. On a une association transversale qui, par rapport au théâtre, nous accompagne énormément. Par rapport aux entreprises, on a à la fois un avantage et un inconvénient, c'est qu'on a un tissu économique faible, beaucoup plus développé sur l'artisanat que sur les entreprises, et quand on doit placer nos jeunes en stage, c'est quelquefois une difficulté que nous essayons de surmonter. Mais pour autant, sans ces partenaires, nous n'y arriverions pas. Je vais défendre une idée. C'est pas parce qu'on est aux zones rurales qu'on a moins de moyens qu'ailleurs. Je vais profiter que la conseillère régionale est partie. Cette année, la cité scolaire va dégager 70 000 € d'excédent de résultats sur son compte administratif 2016. On a 270 000 €. Là, mais je ne devrais pas le dire. Mais attendez, non, mais, vous savez pas tout. J'ai un problème avec Engie qui me réclame 200 000 €. Donc on est en train de couper la poire en deux. Donc voilà, donc je provisionne pour mieux payer. Non, tout ça pour dire que voilà, ces 70 000 €, on va les réinjecter directement au service de la pédagogie et de l'investissement. C'est-à-dire que ça fait déjà la 4e fois qu'on va lancer ce qu'on appelle des appels à projets 10 000 €. Les équipes le savent, maintenant c'est l'habitude. Je leur dis, ben voilà, on lance une enveloppe, je vous débloque une enveloppe, 10 000 €, appel à projet, sur la base maximum 2 000 €. On privilégiera les projets qui font valoir le transdisciplinaire, l'aspect collectif des achats ou des investissements, et on critériera les choix à l'arrivée. Voilà, je vais m'arrêter maintenant.